Alors, les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec l'environnement. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est la déclaration finale du sommet de la Terre de Rio de 1992. Les êtres humains ont donc droit à une vie saine et productive en harmonie avec l'environnement. Très bien. On est tous d'accord là-dessus. Le problème, c'est que lorsqu'il s'agit de déterminer comment y parvenir, ou tout simplement de se mettre d'accord sur ce qu'est cet état harmonieux, le beau consensus disparaît pour donner naissance à une belle cacophonie. Pensez aux affrontements autour de la création de lignes de tramway. Il y en a eu à Reims, je crois. Autour de la piétonisation des voies rive gauche de la Seine. Pensez aux multiples sommets internationaux sur l'environnement qui, après plusieurs jours de déclarations ravageuses, voire de semaines, accouchent d'une souris. On n'est pas tous d'accord sur la manière de faire. La raison pour laquelle il est si difficile de se mettre d'accord, justement, réside dans le fait que le développement durable, ce n'est pas seulement de la science. C'est aussi des idées, des valeurs, des normes. Et comme ces dernières varient considérablement entre les cultures, les époques et les intérêts des uns et des autres, eh bien, on a de nombreuses représentations qui s'affrontent sans qu'il soit possible de décider laquelle est la bonne. La situation est aujourd'hui si complexe qu'une cartographie des durabilités est nécessaire. Vous voyez, ce n'est pas la carte du pays de l'amour au XVIIe siècle, avec la rivière de... Non, c'est la même chose, mais pour le développement durable. On a besoin maintenant d'une véritable carte, d'un diagramme pour savoir d'où parle la personne qui met en œuvre des politiques de développement durable, ce qui est quand même un petit peu inquiétant. Alors on va essayer d'y voir plus clair en nous interrogeant dans un premier temps sur ce qu'est l'environnement dont on parle. Alors, tout d'abord, la notion d'environnement ne peut pas être envisagée uniquement sous l'angle de critères quantitatifs. Qualité de l'air, de l'eau, de la biodiversité ou du climat. Un exemple. Un même niveau de bruit, mesuré en décibels, sera perçu très différemment par un habitant vivant dans une barre d'habitat social en bordure d'une voie rapide, que l'on voit là sur la droite, avec le périph' parisien, ou un autre habitant qui serait rue de Rivoli ou au voisinage de la place de la Concorde. Pour le premier, le bruit va incarner sa relégation sociale et il sera perçu comme une nuisance. Pour le second, il incarnera le privilège de vivre au cœur vibrant de la ville, vous voyez, vibrant de la ville. Et ce sera pourtant le même bruit, exactement le même, la même quantité de décibels. Il est facile d'imaginer que les conséquences sur la santé et sur la qualité de vie des gens ne sera pas la même non plus. Et c'est le même bruit. Tout cela signifie que la forme de ce qu'il convient d'appeler environnement est très dépendante des valeurs attribuées aux différents biens, ressources et nuisances. Il vous aura sans doute pas échappé non plus qu'un environnement pollué peut constituer un milieu très attractif. Il suffit de regarder le prix du mètre carré au cœur de Paris, de Londres ou de New York. A l'inverse, un environnement à l'air pur et à l'eau propre peut être tout à fait invivable, comme en témoignent certains lotissements périurbains et des grands ensembles dégradés. Vous savez où c'est, ça ? C'est Villiers-le-Bel. A priori, ça a l'air cool, non ? Comme ça, vu de loin. C'est vert, en tout cas. En tout cas, il n'y a pas de bruit. Bien. Il n'y a pas d'industrie, la circulation automobile passe quand même relativement loin, et vous voyez, ce n'est pas les mêmes habitants que l'on a place de l'Étoile. L'environnement, donc, loin d'être une transcendance qui s'imposerait d'elle-même, est construit par les sociétés. L'environnement, au sens littéral d'ailleurs, ça veut dire ce qui nous environne. S'il n'y a pas d'humain, il n'y a plus d'environnement. Il y a des écosystèmes. Il y a un biotope, une biocénose, enfin ceux qui ici ont fait un peu de biologie savent de quoi je parle, mais il n'y a pas d'environnement. La conséquence donc d'un environnement qui est à géométrie variable est que les dispositifs qui vont agir uniquement sur des variables physico-chimiques ou biologiques ne sont pas suffisants en eux-mêmes. Exemple, je me garderai bien de critiquer, mais l'actuel schéma régional d'Île-de-France prévoit un objectif quantitatif de 10 mètres carrés d'espace vert par habitant.
Et alors? Comme s'il suffisait de mettre du vert pour devenir soudainement durable. Villiers-le-Bel, tout à l'heure, la photo, c'était très vert. Franchement, c'est durable. Lorsqu'on opère ainsi, et qu'on a cette approche uniquement technique, on obtient des effets négatifs assez redoutables, dans les deux sens. On a vu Villiers-le-Bel, mais dans l'autre sens aussi, on va prendre le cas des écoquartiers. Il ne vous aura pas échappé que ces fleurons de la durabilité urbaine sont majoritairement peuplés par des foyers très aisés. Là, vous avez le quartier Boussicot, à Paris, dans le 15e, près de la Seine. Vous savez quel est le prix du mètre carré? Allez, je vous le demande. C'était, allez, dites, allez, un chiffre. Combien? Plus de 11 000. Qui dit mieux? Qui dit mieux? 12 000 € le mètre carré, on n'était pas loin. Donc, on se rend bien compte qu'avec des sommes pareilles, ça devient très très vite inaccessible. Le même endroit était à 8 000 € avant l'écoquartier et autour de l'écoquartier, pour vous donner une idée de la différence, qui est déjà très chère. Alors, les raisons, il y en a trois et elles sont assez simples de cette espèce de biais. Le premier, c'est que le nombre de ces logements étant limité et leur attractivité étant très forte, eh bien, la loi de l'offre et de la demande enchérit le coût du loyer ou bien le prix du mètre carré à l'achat et ça augmente naturellement le prix. Parce que je vous rappelle que le prix d'une tasse de thé, ce n'est pas la valeur d'une tasse de thé. Ça coûte rien du thé. Le prix, c'est ce que les gens sont prêts à payer pour boire cette tasse de thé dans un café. C'est pour ça que vous l'avez à 3 ou à 4 €, ce qui est du vol par ailleurs, mais c'est le prix de la tasse de thé, ce n'est pas sa valeur. Donc le prix augmente parce que les gens en veulent et qu'il n'y en a pas beaucoup. La deuxième raison, c'est que habiter un écoquartier devient un signe distinctif, un emblème aux sciences de Bourdieu. Habiter dans un écoquartier, c'est la classe. Ça te distingue des autres quand même, hein. Donc ça aussi, ça pousse à augmenter l'attractivité. Et en troisième lieu, et ça c'est moins évident à percevoir, en troisième lieu, il y a un effet inverse, qui est sans doute le plus déterminant. Pour les pauvres, et j'utilise exprès le terme pauvre, on vit une époque qui adore les euphémismes, il n'y a plus de vieux, il y a des seniors, n'est-ce pas? Il n'y a plus de fous, etc. Et il n'y a plus de pauvres, il y a des gens qui sont, enfin je ne sais pas, en dessous du seuil de je ne sais plus trop quoi. Donc pour les pauvres, l'image de la maison est celle d'une maison en pierre ou en brique, traditionnelle. Vous savez, la maison des 3 petits cochons. Ou à la limite, un appartement de la même veine, en brique, en pierre, etc. Ils se méfient énormément du bois, du pisé, etc. Pourquoi? Parce que ces matériaux-là les renvoient paradoxalement à une image de misère et de pauvreté. Le cabanon, la cabane. Par exemple, et c'est du vécu indirectement, lors du renouvellement du quartier du Haut-du-Lièvre à Nancy, on avait des habitants qui refusaient d'être relogés dans des maisons individuelles en bois, qui étaient des maisons d'une excellente qualité, passives, et ils préféraient rester dans leur appartement, dans les bars, parce que ça, vous savez, c'est du solide. Et oui. On rejoint ici ce qu'Amartya Sen appelle un déficit de capacité. Il avait remarqué, Amartya Sen, c'est un prix Nobel d'économie, qui a travaillé sur un très bon bouquin qui s'appelle The Idea of Justice, l'idée de justice, c'est traduit. Il avait remarqué lors des grandes famines du Bengale que les personnes qui n'avaient pas l'éducation et le savoir nécessaires pour faire les démarches ne venaient pas chercher le riz qui était distribué gratuitement. Ils n'arrivaient pas à accéder à des choses auxquelles ils avaient droit parce que leur structure mentale les en empêchait. Difficulté à remplir des formulaires, impossibilité à se déplacer, honte de demander, etc. Donc la raison du prix important et de la population très homogène des écoquartiers, c'est effectivement l'attractivité. Ensuite, un effet à la Bourdieu d'emblème, d'accord, de distinction, mais également parce que lorsque l'on crée du logement social, et ça se fait, à Caserne de Bonne, par exemple, à Grenoble, eh bien, les gens qui sont peut-être pas riches, pauvres, ne veulent tout simplement pas y aller, quoi. Ils ne veulent pas y aller. C'est fascinant. Donc, revenons à nos moutons, hein, ou à nos maisons. Le résultat de cette dynamique tout à fait perverse est que les quartiers durables sont quasi exclusivement peuplés de populations CSP+++. C'est très homogène socialement. On a des sortes de gated communities qui ne disent pas leur nom. Il n'y a pas de mur. Mais c'est un petit peu quand même pareil. Alors, et les populations pauvres qui habitaient ces quartiers avant qu'ils deviennent durables? Il y avait bien des gens là avant, non? Eh bien, ils partent.
vers des endroits moins chers, des endroits qui sont souvent très périphériques. Ce qui est doublement injuste et qui est surtout idiot du point de vue de la durabilité. Les populations donc socialement fragilisées, maintenant qu'elles sont à la périphérie, vont devoir prendre leur voiture ou bien subir les avanies du RER quand il y en a, ou des TER quand il y en a. Pour fréquenter la gare de Reims, je crois savoir que sur les lignes locales, les transports ne sont pas forcément d'une fiabilité extraordinaire. À Grenoble, ce n'était pas le cas non plus, et Paris, je ne vous raconte même pas. Voilà. Donc ils doivent prendre leur voiture ou subir ces avanies-là pour aller travailler, ou simplement pour faire leurs courses, d'où un coût supplémentaire pour leur bourse, et en plus une fatigue supplémentaire. Donc on est dans une logique de double peine. Les personnes en question, ces populations, quittent les centres-villes où elles se trouvaient pour aller vers un ailleurs pas forcément très valorisant, et où en plus, elles ont besoin de payer pour aller travailler des sommes supplémentaires. Mais il y a mieux, c'est que le coût écologique de tous ces déplacements en voiture que les personnes donc exilées un peu dans un périurbain lointain sont obligées de faire en termes de production de CO2, quand on fait le calcul, eh ben, ça dépasse largement ce qui a été gagné par l'écoquartier. Bref, on a créé de l'injustice, cassé un tissu social et urbain, tout en détériorant l'environnement et tout en prétendant faire exactement le contraire. Bravo l'artiste, hein, quand même, c'est fort. Et des exemples d'opérations prétendument durables qui engendrent des effets inverses à ceux escomptés pullulent. Connaissez ? Ah non, je l'ai enlevé, mais il n'est pas là ? Ah ben non. Ah voilà, j'avais. Prenons le cas des maisons passives ou à énergie positive. Ah oui, excusez-moi, ça c'était pour illustrer les gens qui partaient dans les espaces périurbains, et je montrais leur merveilleux milieu de vie, là. Vous voyez, ça fait envie, hein. Le parking qui mène au lotissement est un endroit qui fait réellement rêver. Donc les maisons passives ou à énergie positive, en effet pervers, vous la connaissez celle-là? C'est à Reims? C'est Bétheny? C'est la maison passive qui est à côté de Bétheny. Qui c'est qui la reconnaît? Personne? Oh bah, zut alors. Enfin, bon, voilà. Bah, vous voyez, ça laisse un souvenir impérissable, un tel monument. Alors, c'est des bâtiments passifs ou à énergie positive. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas possible d'ouvrir les fenêtres. Et donc, on réalise après coup que l'air domestique est dégradé. Accumulation d'argon, de polluants ménagers. Alors certes, point de vue énergétique, c'est génial. Point de vue santé, on peut quand même se poser assez largement la question. Encore un autre cas du vécu, hein, ce coup-ci. Je me rappelle une maison passive, pas de ce type-là, mais une maison en pisé, qui était dans un immeuble de bureau près de la gare TGV de Valence. Le problème était que la température intérieure était maintenue à 19 degrés. Ils avaient mal calculé leur coût, les gars. Et les personnes qui y travaillaient, pour supporter en hiver, branchaient leur radiateur individuel dans le bureau. Bilan énergétique, une catastrophe. Voilà. Bon, j'arrête avec tout ça, mais juste, ça montre bien que des dispositifs techniques en eux-mêmes ne sont pas suffisants. Ce ne sont que des outils. Et il ne faut pas oublier qu'un marteau peut planter un clou, mais il peut aussi fracasser un crâne. Et que celui qui détermine l'usage du marteau, c'est celui qui tient le marteau, ce n'est pas le marteau lui-même. Et parfois, la main qui tient le marteau, et qui en l'occurrence n'est certes pas une main invisible, n'est-ce pas, elle est bien visible, ne sait même pas ce qu'elle fait. Or, c'est quand même essentiel, parce que c'est tout de même là que ça se passe, les questions de durabilité. L'important n'est pas le marteau, il est dans ce qu'on en fait. Donc, si on récapitule, ce que nous appelons environnement est une réalité multiforme. On a vu qu'il y avait plusieurs formes de durabilité, selon le lieu, les sociétés et les personnes, et il convient d'en tenir compte pour ne pas se limiter à une approche standard et technicisée d'un environnement idéal qui, par définition, n'existe pas. Ça me rappelle, j'ai un mug pour montrer que j'ai pris juste après la mission comme vice-président, vu les problèmes qu'il y avait, et c'est un truc que j'avais vu dans un stand sur une autoroute, et du coup je l'ai reproduit, et j'aime bien, c'est quand je serai grand, je partirai vivre en théorie, parce qu'en théorie, tout se passe bien. Voilà. Donc, les environnements idéalisés me posent quelques soucis. Comme les choses idéalisées, bien dans les clous, souvent, ça ne se passe pas comme prévu. C'est ballot, hein. Bon, il y en a qui disent pas de bol, mais ça, chacun son truc. Bon, mais s'il s'agit d'une réalité, donc l'environnement multiforme, il s'agit d'une réalité qui est aussi changeante, donc non seulement dans l'espace, mais également dans le temps. Ainsi, l'injonction généralisée au développement durable de ces 20 dernières années a modifié très fortement les représentations de l'environnement. On va prendre le cas
Ah bah oui, ça c'était le marteau qui se tape sur la tête. Vous voyez, je suis désolé, j'arrive un peu tard, j'appuie pas sur les boutons au bon moment. Voilà. Le cas des maladies. Alors que les risques bactériologiques ont quand même considérablement diminué depuis une centaine d'années, vous remarquerez sans doute que les politiques sanitaires, souvent sous la pression d'une opinion publique affolée, s'entêtent à traquer jusqu'à la dernière bactérie vectrice de la moindre maladie potentielle. Ce qui n'est quand même pas sans conséquences négatives. On peut citer l'apparition de bactéries résistantes qui prolifèrent dans les milieux, on peut citer de la viande ou des légumes gorgés de pesticides et pour la viande d'antibiotiques, etc., etc. Mais à côté de cette obsession du microbe, qui est une conséquence désastreuse, et où le risque même infiniment faible d'être contaminé est intolérable, eh ben un fumeur va accepter le risque de cancer parce qu'il tire plaisir de ses cigarettes, ou un automobiliste le risque élevé d'accident parce qu'il a un véhicule qui va vite et qui fait vroom vroom, et qui lui permet de pisser plus loin que son voisin, accessoirement. D'une manière générale, l'idée actuelle, c'est que tout risque encouru qui ne présente pas un gain hédoniste, personnel, direct, est inacceptable. Il suffit d'un soupçon, d'une rumeur, d'une statistique défavorable pour susciter la méfiance et la peur. Et je pense que ce n'est pas que dans le registre des maladies. Il y a tout un tas de domaines où on fonctionne comme ça. C'est très d'actualité. On peut rappeler par exemple l'apparition de 3 cas de cancer, donc 2 leucémies et un rhabdomyosarcome. S'il y a des gens qui sont en médecine, ça doit dire quelque chose. Entre 95 et 99, chez des enfants qui étaient scolarisés dans un établissement qui se situait sur un ancien site des usines Kodak à Vincennes. Alors la rumeur s'est répandue que le sol était contaminé. Il y a eu un certain nombre d'expertises qui ont été faites, qui ont montré l'absence de métaux lourds et l'absence de produits dangereux. Eh bien, le foncier s'est quand même effondré de près de 20% pendant quelques années. Des gens sont partis et ça a complètement dégradé le quartier. Alors qu'en réalité, il n'y avait rien. Il n'y a plus eu de cas ensuite. Enfin, voilà. C'est très fréquent, ça. Cette relation à l'environnement accompagne une tendance générale au repli sur soi et à la méfiance à l'égard du futur. Le futur, comme chacun sait, ne peut être que catastrophique. Il n'y a plus de progrès. Hein. Le futur, c'est dangereux. Ouh là là, que c'est dangereux. D'autrui. Autrui, c'est nécessairement un emmerdeur, destructeur de la nature, voire destructeur tout court. Si on ne pense pas comme nous, c'est pas bon. Et de notre environnement, qui est nécessairement anxiogène et menaçant. Alors c'est vrai que sur les 20 années précédentes, les problèmes sanitaires, alimentaires à répétition ont créé une vraie crise de confiance et ont créé des réactions de panique. Hein, c'était la fin du XXe siècle. Alors l'encéphalopathie spongiforme bovine, vous savez, la vache folle, je cite en vrac, hein, les poulets à la dioxine, le minerai de viande dans les steaks, la mélamine en Chine dans les produits laitiers. Bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Hein. Mais quand même, quoi. Quand même, le rapport des habitants à leur milieu de vie évolue vraiment assez fortement vers une recherche de sécurité, une quête de l'entre-soi. Mais un entre-soi honteux, un entre-soi caché, un entre-soi qui ne se dévoile pas. Et un cas très particulier, c'est le cas lorsque des populations aisées réinvestissent les centres-villes à la recherche d'une vie de quartier. Vous savez, tiens, représentation de la vie de quartier. On se croirait chez Amélie Poulain, c'est à Paris. Vous voyez, qui peut prendre vite des allures de ghetto choisi. C'est d'ailleurs assez drôle parce que le mot quartier, c'est un drôle de glissement de sens, parce qu'un quartier, à l'origine, vous savez ce que c'était ? Un quartier, c'est une manière de diviser en 4 un arrondissement, à l'origine. Et c'est une unité de surveillance policière, le quartier. Les quartiers parisiens étaient divisés en 4 par la préfecture de police, parce que ça permettait d'y localiser les commissariats et de surveiller par quartier. C'est l'équivalent en anglais de precinct. C'est ça un quartier. Donc, lorsque l'on voit le glissement de sens et le quartier devenant un lieu de vie extraordinaire, c'est quand même assez fabuleux. On voit d'ailleurs de nouveaux quartiers, je cite Paris, j'y habite, qui surgissent de nulle part. Canal Saint-Martin. Quand j'étais petit, j'allais au Canal Saint-Martin avec mon père. C'était pas un quartier. Hein. La butte aux Cailles non plus n'était pas un quartier. Charonne un petit peu plus, mais Charonne était plutôt connue pour des massacres que pour être un quartier. Alors carrément, Paris-Rive-Gauche, les nouveaux bâtiments qui ont été faits du côté de la bibliothèque, c'était pas un quartier, ça. C'est Tolbiac-Masséna. Vous retrouvez ça dans les Léo Mallet des années 30. Vous voyez, les bouquins. Donc, on a des quartiers qui ont été créés artificiellement, avec une génération spontanée qui est à chaque fois associée, si vous regardez bien, tous ces soi-disant quartiers sont associés à des programmes de requalification urbaine
dans lesquels on a un fort accent qui est mis sur la durabilité. Et il s'agit toujours d'espaces gentrifiés, hipstérisés, boboisés, mettez les termes que vous voulez, mais en tout cas avec du CSP++++ vivant entre soi. Ironiquement, ces nouveaux quartiers réputés populaires ne sont plus populaires du tout. Il n'y a plus d'ouvriers, il n'y a plus de pauvres dans ces lieux. Les seules personnes qui sont dans ces lieux et qui n'ont pas trop de sous sont sur des tentes quechua sur les bords du canal. Voyez. D'une manière générale, les habitants qui se sont structurés initialement autour des... Les gens qui se structurent actuellement autour des questions de qualité de vie, de l'environnement, promeuvent un univers qui est affiché comme ouvert et mondial, mais qui en réalité est éclaté, étanche et privilégie complètement l'entre-soi. Un univers avec des murs invisibles. Un univers très normatif, mais dont les normes sont masquées. Y a-t-il une grande différence entre cette vision-là de, tenez le canal Saint-Martin, et les villes fortifiées du Moyen-Âge? Je pose la question. C'est une analogie un peu violente, mais je pose la question. Alors, si, pour revenir à un début, si l'environnement a changé, la perception de l'environnement et l'usage de l'environnement avec le développement a changé dans l'espace, il varie dans l'espace et il change également dans le temps. On a vu l'évolution pas forcément positive sur ces 20 dernières années. En même temps, il s'agit bien d'un objet, cet environnement, où la fameuse phrase d'Ilem Pedousa dans son livre Le Guépard est parfaitement adaptée. Il faut que tout change pour que rien ne change. Prenons le cas de Saint-Denis. Vous voyez Saint-Denis, la Seine-Saint-Denis, qui a bien du mal à s'extraire d'une fatalité d'espace repoussoir. Installations classées et des grandes infrastructures polluantes y étaient installées. Mais c'est fini depuis 40 ans. Il n'y a plus d'infrastructures polluantes en Seine-Saint-Denis. Il y a eu de multiples opérations de régénération urbaine qui s'y sont succédées. Des écoquartiers ont été construits, des parcs ont été créés dans d'anciennes friches, des dispositifs de mobilité douce, pistes cyclables, sentiers, des métros, des tramways, des aménités culturelles et même des universités ont été créées dans ces endroits. Vous voyez, c'est la Seine-Saint-Denis, ça. On est loin des images de Caïra et de voitures brûlées, quand même. C'est la Seine-Saint-Denis, ça. On est en Seine-Saint-Denis. C'est Saint-Denis. Voilà. Donc, malgré tout, donc beaucoup d'argent a donc été injecté, et pourtant la mémoire collective continue d'identifier, même indépendamment des faits divers, ces espaces par les usages anciens qui les rendent peu attractifs. Je pense qu'on pourrait tout raser et construire de nouveau, il resterait une mémoire des lieux importante. On a mis énormément d'argent pour améliorer, pour créer des services écosystémiques, améliorer l'image, créer des biens environnementaux, et le résultat, c'est pratiquement rien. Très très faible. Et c'est fascinant de voir la différence avec, par exemple, le sud de Paris, du côté d'Ivry ou Vitry, qui s'est gentrifié très très vite, alors que c'était des quartiers populaires également, parce qu'ils n'avaient pas la même image. Donc il y a une grande stabilité des représentations sur l'environnement. Ça bouge, en même temps, ça reste extrêmement calme. L'environnement est multiforme et changeant, mais il est changeant comme la mer. En surface, ça s'agite. Il y a des vaguelettes, un jour c'est calme, l'autre jour c'est agité, bref, ça bouge. Mais en profondeur, c'est super stable. Certaines représentations que l'on a de l'univers, de l'environnement ou des gens restent redoutablement stables. À chaque fois qu'on parle de révolution, j'ai quand même tendance à sortir mon revolver. Révolution numérique, révolution environnementale, révolution. Il y a des outils qui arrivent, des choses qui avancent, qui évoluent, qui bougent, qui régressent. Mais en règle générale, il y a une grande stabilité des structures sous-jacentes. Et là, on le voit avec les questions d'environnement de manière très très forte. Alors, puisque l'environnement varie, tout en présentant une grande inertie qui est attachée à une mémoire des lieux, il importe de définir ce qui constitue le bon environnement pour les sociétés et les personnes concernées, à un endroit donné, à un moment donné de leur histoire. C'est-à-dire un environnement dans lequel l'amélioration des conditions environnementales au sens strict, qualité de l'eau, de l'air, biodiversité, gestion économe des ressources, des sols, énergie, conduira vraiment à une amélioration des conditions de vie, et celui dans lequel les dispositifs techniques pourront être appropriés par les personnes pour développer de nouveaux modes de vie. C'est ce qu'on essaye de faire ici, enfin on commence à peine. Comment faire? Alors, le premier constat, c'est que c'est à travers des éléments du quotidien, le stress, la fatigue ou au contraire la tranquillité, la convivialité, que le bon environnement est défini par chacun de nous. Si, nous aussi. Quand on regarde l'expérience immédiate de ce qui est bon, en fait, c'est ce qui est utile qui est bon. Ça fait un peu utilitariste.
Et il n'est pas vraiment évident de combiner d'ailleurs le bon environnement au sens personnel d'une personne avec les contraintes d'environnement collectif. C'est quelque chose d'assez compliqué à mettre en place. Alors, je vous montre un exemple, deux exemples extraordinaires. C'est le premier se passe en Suisse. On est à la fin des années 90. Le canton de Vaud a décidé de fermer tous ses incinérateurs, sauf pour les déchets ultimes. Et il décide de développer un tri sélectif très complet. Mais au bout de quelques années, des mesures montrent dans les sols et dans l'eau un taux de dioxine et de furane bien plus important qu'avec tous les incinérateurs qui étaient en marche dans le passé. C'est bizarre. On fait du tri sélectif, on arrête l'incinération, et à l'arrivée, quelques années plus tard, on fait un bilan, et les sols sont plus contaminés qu'auparavant avec les incinérateurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Très simple. Au nom de l'équité, la gestion des déchets a d'abord été taxée selon le volume. Vous savez, les Suisses sont très justice, il faut que les gens payent normalement ce qu'ils doivent, avec la quote-part de chacun, voilà. Et donc, pour que ce soit juste, on a décidé que plus on produisait de déchets en volume, plus on serait taxé. Et donc, on a taxé les déchets par volume. Mais les Suisses sont des êtres humains comme les autres. Femme est un homme comme un autre. Ce qui est bon est utile. Donc, bon, je vais quand même pas aller payer, je suis pas couillon, je vais pas aller payer beaucoup d'argent. Alors, ils ont acheté des compacteurs et ils ont compacté les déchets. Comme ça, le volume était moins important. La réponse des autorités du canton de Vaud a été de dire, ben, dans ce cas-là, puisque ça ne marche pas avec le volume et qu'ils achètent des compacteurs, eh bien, on va faire au poids. Le compacteur ne va pas modifier le poids. Et au bout d'un certain moment, ils se sont aperçus que les Suisses se sont mis à brûler tous les déchets qui pouvaient l'être dans leur jardin, caoutchouc inclus. Selon le département fédéral suisse de l'environnement, l'incinération sauvage des déchets ménagers dans la cheminée ou dans les jardins, ça a été une source de production de dioxine 2 fois plus importante que les unités d'incinération, l'ensemble des unités d'incinération réunies, alors que les ordures brûlées comme ça ne représentaient que 1 à 2% du volume total des déchets. Et les produits toxiques, bien sûr, dégagés par l'incinération de bois traités, d'emballages usagés, d'autres éléments libérés à proximité du sol, ils retombaient sur les légumes, qui devenaient des véritables capteurs à dioxine. Et celui qui incinérait donc des déchets ménagers pour son propre confort dans son jardin enrichissait de produits toxiques non seulement sa nourriture, mais aussi la nourriture des voisins. Elle n'est pas belle, la vie? Donc là, on a bien un comportement chez les Suisses, volontiers touchés par la grâce environnementale, totalement désastreux. Je faisais partie, ça je n'avais pas écrit mais ça me revient, je faisais partie de, quand j'étais à Grenoble, avant d'être ici j'étais à Grenoble à l'université Joseph Fourier, du conseil scientifique pour les plans climat locaux. Et on assistait, on avait fait donc plans climat territoriaux, voir dans la durée ce qui commence à aller évoluer. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a une forte désindustrialisation, puisque le polygone nord de Grenoble a été fermé. Maintenant, c'est plutôt des nanotechnologies et c'est autre chose, etc., etc. Par contre, on s'est rendu compte qu'on avait des poussières relativement importantes dans l'air. C'était lié à la population, parce que c'est une population un peu plus écolo, qui trouvait extrêmement écologique et extrêmement bien de brûler dans sa cheminée, de faire un feu de bois dans la cheminée. Vous voyez ? Ce qui en soi est très agréable. Moi, j'adore avoir un feu de bois dans la cheminée. 100 000 feux de bois dans la cheminée, ça commence à faire beaucoup en hiver, dans une ville qui est dans une cuvette et qui est touchée par des phénomènes d'inversion de température assez fréquentes, donc avec la pollution retenue à proximité du sol, par exemple. Bon, mais on va continuer. Restons encore dans le monde merveilleux et olfactif des déchets. Une étude européenne a montré que la majorité des gens portent intérêt uniquement aux aspects proches et visibles. Ne pas voir les plastiques traîner, les bouteilles de verre, par exemple. Pour eux, souvent, ça a été fait dans la commune de Maurepas, préserver l'environnement consiste surtout à ne pas être entouré de déchets. Ce que les déchets deviennent après, ça les indiffère complètement. Mais alors complètement. Comme s'il suffisait de faire disparaître les poubelles et les ordures pour que la pollution disparaisse avec eux, sans aucun compte pour les pollutions cachées et les conséquences diffuses. Ainsi, quand on voit ce type de réaction, on se rend bien compte que l'on ne peut pas imposer par oukase des mesures environnementales, et que les actions ciblant l'environnement, les actions de durabilité, leur succès réside en grande partie dans leur appropriation possible par les populations concernées.
Il faut que ça rentre dans ce qui correspond pour les personnes à la définition de leur bon environnement. À défaut, elles vont être perçues comme injustes ou technocratiques, et elles vont faire l'objet d'un rejet massif. On a plein de bonnes idées comme ça qui ont échoué. En France, je me rappelle des mecs avec des bonnets rouges sur la tête qui ont mis en échec la taxe carbone ou plus tard les portiques et les bornes écotaxes, qu'on pouvait critiquer sur un certain nombre de choses, mais le principe en lui-même n'était pas complètement idiot. Et la répartition qu'auraient pu avoir ces frais sur un certain nombre d'autres choses, je pense en particulier à l'augmentation actuellement des péages, voilà, je veux dire, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied, quoi. Donc on a eu une bonne idée présentée de manière surplombante, n'impliquant pas la population et ne montrera pas l'intérêt pour les gens, c'est un échec à tous les coups sur les questions d'environnement. Ainsi, par exemple, si je prends le domaine qui est le mien, oui, ben ça, là, j'ai encore oublié de passer. Si je prends le domaine qui est celui de l'urbanisme, qui est plutôt le mien, ça veut dire qu'il faut, pour vous donner un exemple concret de ce dont je parle, ça veut dire qu'il faut créer de la ville, il ne faut pas créer de l'urbain. Les vrais espaces publics tels que les rues, les places, les parcs, les rives de cours d'eau, les jardins, éventuellement agricoles, d'ailleurs l'agriculture urbaine, gagneraient à être accrus. Pourquoi ? Parce que c'est des endroits qui sont facilement appropriables par les personnes pour peu qu'on les associe à leur conception. Et il est important que ces espaces publics puissent être vécus au rythme du piéton. Parce que si j'habite dans ma ville et je bouge dans ma ville, alors je me sens plus responsable de l'endroit où j'habite, avec ses ressources et les voisins. Vous voyez, là on a par exemple, c'est à Vauban, quartier Vauban. Ce sont des jardins potagers d'agriculture urbaine à l'intérieur du quartier Vauban. Là, on a les fameuses promenades piétonnes. Vous voyez, à une époque, je vous assure, les gens marchaient. Et quand on leur donne la possibilité de marcher de nouveau, comme là-haut, eh ben, ils continuent à se déplacer, à se promener. La flânerie, c'est important. Un aménagement urbain qui privilégie le long terme et qui développe une forme d'hospitalité urbaine, ce qu'on peut appeler une urbanité. Ça peut permettre effectivement de faire passer et d'améliorer considérablement les contraintes les conditions environnementales si on peut associer les gens et qu'on leur propose également une ville et pas des projets urbains. Voilà. Parce que, en règle générale, ce n'est pas ce qui se passe, quoi. D'une manière générale, les villes, la croissance des villes fut-elle smart ? Grosse critique des smart cities par Saskia Sassen, pour ceux qui connaissent. Je vous conseille l'article facile à trouver sur Internet. Se fait au détriment des rues, justement. Se fait au détriment de la capacité de se déplacer à pied. Les espaces publics où il est possible de se promener deviennent rares. Lorsqu'ils sont créés de toutes pièces autour de places centrales, ben, ça donne des lotissements au nom ridicule, le lotissement des myosotis ou les vertes prairies. Ils sont conçus en général, ces lotissements, sans aucune relation avec leur environnement immédiat. On parle de répartition en marguerite, c'est-à-dire qu'on va avoir le lotissement à une seule entrée. C'est tellement mieux, on contrôle mieux les gens qui rentrent, mais c'est épouvantable pour y vivre. Et évidemment, il n'y a pas de possibilité d'avoir des échanges sociaux de ce type. Ils sont posés là comme des ovnis, et on dirait vraiment des ovnis, quoi. Et se montrent bien incapables de catalyser la moindre vie urbaine. Et dans ces espaces périurbanisés, qu'est-ce qui va prendre la relève de ces espaces publics ? Ce sont ce qu'on appelle des espaces pribliques. Les malls, donc les centres commerciaux, etc. Ces espaces privés à usage public. Et bien sûr, c'est là qu'ont lieu les échanges et les rencontres. Et évidemment, miam miam hamburger et coca lors des flâneries, est impossible de se promener dans un endroit un peu extérieur et un peu sympathique. Alors, je pose quelques questions, parce qu'on va essayer de faire ça ici d'ailleurs. Pourquoi ne pas laisser les habitants préparer les choses et laisser les habitants produire les chemins de traverse par eux-mêmes et les officialiser ensuite plutôt que de contraindre des tracés paysagers qui sont souvent incommodes ? Avez-vous remarqué le nombre d'endroits où on dessine de magnifiques sentiers pour se promener et en règle générale, ils sont traversés dans tous les sens ?
Et si on laissait les gens faire leur sentier et qu'on les pavait après, ce serait pas plus con, non, quand même? Ça permettrait peut-être de faciliter la circulation. Pourquoi chasser les vendeurs ambulants de nourriture plutôt que d'utiliser cette information pour créer des kiosques pérennes et renforcer l'attractivité? Si des gens se mettent quelque part et réussissent à vendre leurs produits, c'est donc qu'il y a une demande à cet endroit-là. Au lieu de les foutre dehors à grands coups de pied au cul, on pourrait peut-être essayer de voir ce qu'il y a à gratter à cet endroit-là et en faire des lieux pour ça. C'est comme ça que la ville s'est constituée dans le passé. Pourquoi on ne fait plus ça? Voilà. Il importe aussi de favoriser la connectivité, de préserver la rugosité, de manière à ce qu'on ait non plus des voies dédiées à un seul type de circulation, mais des voies mixtes dans lesquelles, oui, il y a un risque. Quand on met des voitures, des vélos et des gens ensemble, il y a un risque. Mais dans la vie, je vais vous dire quoi? Il y a un risque. Puis un jour, je vais vous dire à long terme, c'est bête, mais on sera tous morts. Donc peut-être que si le risque est raisonnable, on s'est rendu compte aux Pays-Bas, par exemple, ou au Danemark, où c'est expérimenté, que la remise en circulation mixte des rues, alors évidemment, ce n'est pas le tout voiture, des rues dans des villes dans lesquelles l'accès est quand même limité par des péages, par des conditions, etc., etc. On ne laisse pas non plus un flux de bagnoles considérable. Mais permettre aux différents moyens de communication de partager la même voie crée du respect des uns par rapport aux autres et crée des conditions de sécurité et de vie nettement plus agréables que, je ne sais pas moi, les rues piétonnières avec leur espèce d'exotisme de foire et les franchises de différentes trucs de fringues, etc., tout du long, qui sont quand même un truc, c'est un mouroir absolu, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas très, très agréable, honnêtement. Voilà. Donc, laisser aussi se multiplier les cheminements transformables et fixer morphologiquement après le chose dont les gens se sont emparés. C'est, à mon avis, bien plus important que de créer des pistes cyclables ou des parcours de santé que personne n'utilise jamais. Sauf, si, il y a des gens qui les utilisent un peu, mais enfin, 1 heure dans la journée, et encore, ils risquent leur vie parfois. On a fait un travail entre Moulin de la Housse et Croix-Rouge en voyant comment les gens pouvaient se déplacer en vélo pour aller de l'un à l'autre. Franchement, parfois, c'est dangereux. C'est la traversée de la vallée de la mort. Donc c'est quand même compliqué. Donc peut-être qu'on pourrait limiter la circulation par des mesures en périphérie déjà, et ensuite essayer d'avoir une mixité de circulation qui permettrait sans doute de vivre un peu mieux. Voilà. Et donc ce que cela dit, c'est qu'un environnement durable, là, ne va pas surgir de la seule volonté des architectes, des aménageurs et des politiques. Il est modelé et nourri par les représentations, les désirs et les besoins de ses habitants. Et un tel travail, ça demande du temps. Ça demande beaucoup de temps. Et évidemment, ça va à contrario des intérêts de court terme de ceux qui sont élus, des techniciens, parce que prochaine élection, délai de construction, qui vont gouverner les actions dans le développement durable. La durabilité, c'est surtout comment les gens prennent possession de leur milieu de vie. Et c'est un merveilleux exemple de l'éloge de la lenteur, du bouquin de Pierre Sanso en particulier. Il faut prendre son temps, et pas seulement pour bouffer. Voyez, donc il y a un temps important pour ça. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai fini. Je ne sais pas si c'est ce à quoi on s'attendait. Alors, voilà, oui, voilà, des kiosques dans des villes. Alors, à New York, ils sont moins cons, ils virent pas les gens, vous voyez. Nous, il faut que ce soit toujours, c'est très colbertien, c'est bien dégagé derrière les trucs. On ne peut pas prendre le risque de mettre un truc. Et c'est bien dommage, il faut laisser un peu les choses spontanées se faire. Là, vous avez l'aéroport de Berlin, là, comment on l'appelle, en bas, qui, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que l'aéroport de Berlin, l'ancien aéroport, les gens l'investissaient pour faire des barbecues, des trucs. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait à Berlin? Pas con. Eh bien, ils l'ont laissé et les gens s'en emparent et ça devient une espèce de jardin public. Et on n'a pas eu besoin de dépenser le moindre copec pour ça. Pourquoi on ne fait pas ça ici? Enfin, si, on va le faire, là. Mais pourquoi on ne fait pas ça ici, quoi? Je veux dire, il y a quand même un vrai potentiel. Et je pense, effectivement, j'aurais pu vous faire une conférence sur les écotechnologies, etc. J'en ai parlé un petit peu au début. Mais, à mon avis, c'est pas là l'important. Ça, n'importe quel abruti peut le faire. L'important, c'est de connecter cet aspect d'amélioration des conditions écosystémiques, de la qualité de l'air, etc., de le connecter pour que ce soit acceptable aux représentations de l'environnement des gens et de le traduire dans une politique qui soit une politique dans laquelle il y ait cette espèce de mouvement par appropriation, par jeu d'essai et d'erreur. Pour moi, le développement durable, c'est essentiellement ça. Et évidemment, je le vois du côté de plutôt l'aménagement et l'urbanisme, mais je suis en train de réaliser au fur et à mesure que je parle que je pourrais le dire aussi pour prendre des choses qui sont ici, sur les questions de relations sur les agro-ressources ou d'agriculture. On pourrait le dire aussi dans tout un tas d'autres domaines. Ça reste valable.
Voilà, écoutez, je vous remercie. Avant de terminer, je voulais vous signaler, pour faire un peu de pub quand même, que nous avons au sein du laboratoire Habité et dans le groupe de recherche qui est l'IRCS, tous les ans, des rencontres qu'on appelle les rencontres internationales de Reims en sciences de la durabilité. L'année dernière, elles étaient sur l'agriculture urbaine, justement, précisément. On a les prochaines qui auront lieu le 26 et le 27 octobre. Vous y êtes évidemment invités. C'est pas payant, vous pouvez rentrer. Elles auront lieu à l'Hôtel de Ville, dans la salle du Conseil, puisqu'on a un partenariat avec Reims Métropole, comme l'année dernière. Et on va avoir quand même à l'intérieur David Mangin, pour ceux qui connaissent, pour l'ouverture des travaux, architecte. On va avoir Alain Berthoz, qui est un cognitiviste du Collège de France. On va avoir un certain nombre de personnes, outre Bibi et ces deux-là. Donc, si vous voulez y aller, je vous assure, c'est intéressant. Ceux qui connaissent déjà. Et ceux qui veulent avoir des informations sur parce que c'est les 6e, sur les 5 rencontres précédentes, qui ont quand même vu défiler Rajendra Pachauri, président du GIEC, Carlo Rubbia, prix Nobel de physique, fondateur de... Et vous pouvez les voir sur le site qui s'appelle sustainability-studies.org. Sustainability-studies.org. Voilà. Et si vous voulez, ça démarre à 9h, 9h et des brouettes, 9h, 9h30. Vous avez le programme sur le site. Ça démarre à 9h, 9h30 le 26. Et vous y êtes tous les bienvenus. Merci. Je ne sais pas si j'aurai des réponses. La dernière image que vous avez montrée avec les lotissements en marguerite, ouais. C'est en France ? Non. C'est pas en France. Non, c'est pas en France, mais c'est pas non plus aux États-Unis. Hein. Non, je crois que si je me rappelle bien, c'est une photo qui est en nord de l'Allemagne. D'accord. C'est pas toujours les États-Unis, ces trucs horribles. C'est symbolique des États-Unis. C'est-à-dire que ce qui est symbolique des États-Unis, c'est des lotissements à perte de vue, en damier. Ça marche bien. Par contre, quand c'est rond comme ça demande quand même une conception un peu particulière, et il y a beaucoup ça dans le nord de l'Europe aussi. Et ils font aussi aux États-Unis. Enfin, je lisais un article récemment sur la forme de la ville et comment elle change et comment il y a ces espèces de cul-de-sac qui se créent dans les lotissements. Et ils vont vers ce genre de choses aussi, avec des modes de sécurisation finalement des cul-de-sac. Bien sûr. Et qui font que les gens font encore plus de voitures pour aller jusqu'au tout fin fond de leur lotissement. Alors il y a un excellent auteur là-dessus que j'aime beaucoup, qui était venu pour les rencontres de Reims, qui est aussi un ami, qui s'appelle Nikos Salingaros, qui est américain, de l'université de San Antonio, Texas, je crois, et qui a fait des articles très intéressants, ils sont en anglais évidemment, en téléchargement gratuit, sur une conception de la ville, créer du chaos et du désordre pour organiser la ville, et dénonçant justement ces espèces de lotissements fermés, en expliquant qu'il faudrait couper, ouvrir sur l'extérieur, créer des ouvertures, voilà. Ça marche comme ça ? Oui. Alors, vous parliez justement des décisions imposées par, en quelque sorte, des grands architectes, des urbanistes, ce que vous qualifiez de technocrates. Et bien sûr, la réponse est en quelque sorte dans le terme même. Mais qu'est-ce qui explique l'ignorance de la part de ces personnes donc responsables de l'aménagement urbain qu'ils passent à ce point au-dessus d'une réalité vécue par les habitants, par les usagers? Qu'est-ce qui explique qu'il y a une telle ignorance finalement qu'on aménage des choses qui finalement ne servent à personne et ils ne vont pas sur le terrain? Enfin, on peut se poser la question. C'est une question compliquée. Alors je voudrais démarrer sur technocrate parce que j'ai pas utilisé le mot technocrate. C'est très différent de dire de quelqu'un qui fait une connerie et de dire de quelqu'un que c'est un con, par exemple. Donc moi, les technocrates, pour moi, n'existent pas. C'est une forme d'insulte politique qui arrive. Par contre, il y a des décisions technocratiques. C'est-à-dire qu'il y a des décisions qui sont prises sans être en prise avec le réel par des gens qui, par ailleurs, peuvent être des gens tout à fait bien. Simplement, et c'est votre question, pourquoi
prennent-ils des décisions aussi absurdes? Alors, mon sentiment, c'est que l'environnement, on en parlait au début, dépend d'un substrat culturel, etc. etc. C'est pas toujours dans tous les pays pareil. Mais il y a différentes choses qui jouent là-dessus. Il y a d'abord des structures réglementaires qui se rigidifient dans le monde entier depuis un siècle ou deux, avec une recherche de sécurité, de machin, etc. Et donc les personnes sont obligées d'obéir à un cahier des charges tellement rigide qu'au bout d'un moment, on se retrouve à faire ce que l'on peut faire. Après, il y a une question aussi comment dire, l'architecte en question est aussi un être humain. L'urbaniste est aussi un être humain. Et de la même manière, pour ceux qui connaissent des vieux films, Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Qui c'est qui a vu ce film? À un moment donné, il y a un gars qui est par terre, il baigne dans son sang, et les gens passent à côté, et ils sont gênés parce qu'il y a une goutte de sang sur leur semelle. Et voilà. Donc, c'est humain. En plus, c'est humain. Je suis comme ça, vous êtes comme ça, on est tous comme ça. Quand on est dans l'urgence ou qu'on en est dans nos pensées, notre intérêt se limite à ce qui nous est proche. Et c'est tout à fait normal. Donc, lorsque un architecte a des commandes à faire, est en compétition avec d'autres, la personne est dans un contexte, une espèce de contexte qui prête à ça. Il y a une espèce de contexte qui prête à ça et qui fait que les idées sont canalisées dans un sens et il est très difficile d'en sortir. Entre les aspects réglementaires, entre l'urgence qui fait que la personne est entre le concours A et le concours B, donc il faut qu'il livre son truc à temps, il est en concurrence avec d'autres. Pourquoi est-ce que les lotissements sont aussi peu originaux? Pourquoi les maisons sont aussi peu originales? Parce que dans la tête de l'architecte, et il a raison, les gens qui achètent les maisons, vous savez ce qu'ils ont en tête? Est-ce qu'ils vont faire une plus-value quand ils la vendront? Alors s'il est trop original, ils ne feront pas de plus-value, ils ne vont pas l'acheter. Donc eux, ils répondent à ce qui, selon eux, est le besoin des gens. Et les gens, ils s'alignent sur les besoins de l'architecte. Donc c'est une espèce de truc comme ça, un peu... c'est tout un contexte. C'est dit, on ne peut pas dire c'est les architectes qui... C'est la commande politique, c'est les architectes pris dans l'urgence et les urbanistes qui sont pris dans des trucs réglementaires. C'est les personnes qui, c'est Gurdjieff, préfèrent réaliser leurs caprices faire réaliser leurs caprices par les autres que travailler sur eux-mêmes. C'est tellement plus facile de se dire c'est la faute aux autres, c'est les autres qui vont le faire, moi je fais rien. D'accord? Donc tout ce contexte-là qui aboutit aux choses que j'ai exprimées là. Mais ce n'est pas la faute d'une personne. Après, moi, ce que je souhaiterais faire, et c'est ce que dit Saint-Garros, essayer de créer du désordre. Il faut à un moment donné créer les conditions d'une disruption. Créer les conditions d'une... Les crises sont bonnes pour ça. Une crise, c'est quand on passe d'un ordre ancien à un ordre différent. Et là, des choses deviennent possibles. Donc donner des indices de la manière de faire peut-être permettre de faire les choses. Parce que là, et je termine là-dessus, il n'y a pas une grande différence. Alors ça va peut-être faire hurler, mais entre la banalité du mal chez Arendt, par exemple, je sais qu'il y a une philosophe ici, dans lequel les gens finalement sont pris dans un truc... Non, elle n'est pas philosophe, elle? Ah bon? Bon... les gens se trouvent pris dans un machin dans lequel ils sont à la fois d'une grande banalité, mais ils sont pris dans un mouvement qui est... Hein, et là, c'est pareil, mais sur des choses bien plus banales, bien plus anodines, mais c'est un petit peu ça. On construit comme ça parce qu'on a toujours construit comme ça, parce que si on ne construit pas comme ça, on ne va pas avoir le marché, parce que les gens ne vont pas acheter, parce que la commande politique est comme ça. Il y a des routines. On appelle ça la dépendance au sentier. Excuse-moi. Espaces où on peut... il y a des espaces où on peut, malgré tout, permettre aux usagers de s'exprimer, de dire aussi ce dont ils ont envie. Je pense notamment depuis 2002 à cette loi qui permet en effet que des conseils de quartier, certes dans les villes de plus de 20 000 habitants, mais soient créés. On peut être très critique, hein, j'y participe depuis le début, mais je trouve que ce sont aussi des espaces quand même où on entend les habitants. Après, il faut évidemment que leur avis, leurs sentiments, enfin l'expression de leurs usages soit pris en compte, etc. Mais ce que je veux dire, c'est un petit mieux. Et je trouve qu'aussi, c'est au travers de la vie associative, je reviens, que peut-être, en effet, on peut aussi, je sais pas, je vais dire, investir les centres de décision, en tout cas, essayer de les influencer avec beaucoup de réalisme de ma part aussi. Mais je veux dire, c'est aussi en activant... je sais pas, je veux dire, notre participation démocratique, que peut-être on peut aussi peser tant soit peu sur les décisions. Oui, je suis assez d'accord. En même temps, ça ne se décrète pas.
C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire qu'il faut, moi, pour revenir sur ces questions de conseil de quartier, etc., il y a la question de la représentativité aussi, mais encore une fois, c'est la question du temps. C'est-à-dire que on ne laisse pas les conseils de quartier, si pour l'instant, bon, ça ne marche pas forcément très très bien, c'est également parce qu'il y a tout un tas de raisons dans lesquelles le politique refuse de se dessaisir de sa légitimité, dans lesquelles il y a des groupes de pression de l'opposition et d'autres qui vont y aller parce que c'est une bonne caisse de résonance. On va avoir tous les retraités, les propriétaires fonciers qui vont... Enfin, on connaît tout ça, tous ces trucs-là. Mais c'est surtout parce qu'on ne donne pas de temps. On veut que les choses soient extrêmement rentables. Tout de suite. Si on veut avoir... allez, je vais vous donner un exemple poétique, pour une fois, je ne vais pas vous dire des horreurs. Si on veut avoir des oiseaux chez soi en hiver ou qui nidifient, comment on fait? On met une petite maisonnette, on s'en va, et vous savez ce qu'on fait? On attend. Si on veut avoir un conseil de quartier qui fonctionne, on crée un espace, on crée un potentiel, et on attend. Ça passe ou ça ne passe pas. Dès l'instant où on se dit « Ah ben oui, il faut que j'ai des résultats, il y a un affichage, il faut que je fasse une convocation, il faut que je stimule les gens, mais ça ne participe pas assez vite. » C'est mort. Donc il faut vraiment, je ne vais pas dire donner du temps au temps, mais il y a un peu de ça, quoi. Et ça veut dire qu'il faut aussi se donner la possibilité de l'échec. C'est-à-dire que quand on crée des endroits dans lesquels des choses peuvent apparaître, on court le risque que ça n'apparaisse jamais. Il y a un exemple, je peux donner un exemple si ça vous intéresse, mais il y a peut-être plein de questions, qui sont les jardins de la Fournière. Vous connaissez les jardins de Fournière à Nantes? Ça, c'est intéressant. Pour montrer, parce qu'on peut me dire, là, je dis des machins, je dis des carabistouilles. En réalité, ça ne marche pas, parce que ça ne marche jamais. Je vais vous donner un exemple où ça marche, à l'insu du plein gré de l'ensemble des acteurs. C'est les jardins de la Fournière à Nantes. Alors, à Nantes, dans les années 50, il y avait... Bon, déjà, à Nantes, il y avait un endroit où il y avait des jardins ouvriers qui étaient occupés par des gens qui travaillaient dans les conserveries liées au maraîchage, conserve de petits pois, etc. Et puis, dans les années 50, il y a eu toute 30 glorieuse, cette modernisation, on a créé des voies de circulation rapides, etc. Et à l'endroit des jardins de la Fournière, il a été décidé de faire des grands ensembles d'habitat social d'un côté et de faire une pénétrante, comme on peut avoir ici. Et donc, le projet a été lancé. On a donc fait l'éviction des jardiniers qui étaient à cet endroit-là, et en fait, ça n'a jamais eu lieu. Ils ont construit les bâtiments, les bars, mais ils n'ont pas construit la pénétrante. Et du coup, on a eu une friche qui s'est installée à cet endroit-là. Et puis la mairie a changé. Ça basculait beaucoup à l'époque. Maintenant, c'est stable, mais à l'époque, ça basculait beaucoup. Et donc, le truc est resté là, et personne ne s'en est occupé. Et il y a eu différentes tentatives pour en faire quelque chose qui n'ont jamais abouti. Les vieux jardiniers étaient partis, et au bout d'un moment, les gens qui habitaient dans les ensembles à côté ont commencé à regarder cet endroit et se sont dit je ferais bien pousser mes tomates, quoi. Et donc, il y a un gars, un jour, je ne sais pas lequel, quand, qui a ouvert le truc, il est rentré, il a fait un jardin. Il a fait un carré. Notre cas regardé, il est arrivé. Et on s'est retrouvés autour des années... Alors, je vous la fais très, très courte, parce que pour qu'il puisse y avoir des questions. On est arrivé vers les années... c'était 85-90... à ce que cet endroit-là soit un endroit où il y avait 70 ou 80 jardiniers. Un truc énorme, ça fait des hectares quand même. Et les gens, pour aller à l'école ou pour aller au marché ou pour aller au centre-ville, traversaient cet endroit dans lequel des chemins s'étaient faits par eux-mêmes parce qu'ils séparaient les parcelles. C'est donc dans les années 90 que la mairie dit nous, à cet endroit-là, pour eux, c'était toujours une friche, approche réglementaire, on va faire un parc. Et là, il s'est passé un truc incroyable qui ne se passe pas normalement. Ils ont un peu aidé parce qu'il y avait une universitaire, Elisabeth Pasquier, qui était à Nantes et qui a aidé le processus. Ils ont dit, ils auraient pu s'y opposer et dire on est installé là, on n'en veut pas. Ce qui aurait été une espèce de mécanisme NIMBY un peu violent, comme on en a d'autres. Ils auraient pu faire une ZAD, ça n'aurait pas marché, voilà. Bon. Et ils auraient été évincés de toute manière. Ils auraient pu aussi se barrer la queue entre les jambes sans rien dire. Ils ont fait ni l'un ni l'autre. Ils ont fait une proposition alternative en disant vous voulez faire un parc? Eh bien, nous, ce qu'on vous propose, c'est que notre truc, on en fasse quelque chose de bien. Et on va en faire un parc écologique avec de l'agriculture urbaine. On garde ce qui est à l'intérieur et on vous propose un projet alternatif. Et dans ce projet alternatif, on va, nous, en échange,
de la conservation de ça, veiller à l'entretien du parc, et on va également veiller éventuellement à accueillir des scolaires et autres pour montrer ce qu'on fait en matière de récupération, etc. Et ça a marché vachement bien, vous pouvez aller à la Fournière quand vous voulez. Ça a mis 40 ans. Et personne s'en est mêlé. Donc voilà un exemple, ça marche. Et c'est pas un conseil de quartier. Et les politiques s'en sont totalement pas occupés pendant près de 30 ans. Donc, évidemment, en faisant des trucs comme ça peut aussi déraper. Évidemment, en faisant des choses comme ça peut ne pas marcher. Mais ça peut marcher. Là, il y a un cas qui marche. Et des comme ça, on n'a pas le temps, mais je peux vous en donner des dizaines. Donc, c'est vraiment la durée. C'est vraiment mettre à disposition, comme pour l'oiseau, l'espace pour faire les choses, être derrière pour baquer avec la technique ou le moyen de faire les choses s'il y a une demande et attendre que les choses se fassent. Et on peut avoir une idée, on peut avoir une orientation, on peut avoir un squelette quand même. Mais il faut respecter ça sur le terrain, quoi. Que la possibilité que les gens s'en emparent ou pas. Et on a parfois des surprises. Enfin, les quartiers que les gens trouvent tellement merveilleux à Paris ou ailleurs sont souvent des quartiers qui ont été bâtis de briques et de brocs par des gens souvent dans des situations assez précaires. Et maintenant, c'est des maisons qui se trouvent fabuleuses parce qu'elles se sont inscrites dans la durée. Et le développement durable, si on ne l'inscrit pas dans la durée, de la même manière, ce sera une mode de plus. Et comme en plus, on est quand même dans une situation environnementalement un peu rude pour la planète, hein, les conditions climatiques ne sont pas évidentes, les ressources épuisent, etc., il ne faudrait quand même pas se louper sur ce coup-là, quoi. Voilà. Je sais pas, il y a peut-être d'autres... Peut-être pas que des questions, on peut y avoir des commentaires aussi. Ouais. Donc à la suite des trois réponses que vous avez données, est-ce qu'on peut dire que justement, si l'on veut mettre en place un développement durable avec l'accent mis sur l'adjectif, et que cela est fréquemment contraint par justement des facteurs contextuels, donc vous avez nommé entre autres la concurrence, l'urgence, un cadre réglementaire, ne faudrait-il pas alors en venir à c'est pas moi, juguler ou contraindre justement tous ces facteurs-là, la concurrence, le système réglementaire et l'urgence. Ne faudrait-il pas limiter, n'y a-t-il pas une action possible sur ces facteurs-là pour que l'on puisse parvenir à un véritable développement durable, et lesquels seraient-ils? Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr, enfin, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, bien sûr que l'idée est de modifier ces aspects réglementaires et d'autres, mais ça aussi, c'est là que c'est vicieux. On ne peut pas le décider non plus de manière surplombante. Je vous donne un exemple. Dans les copropriétés, il y a différents propriétaires. Essayez de faire le moindre travail, même intéressant. Il y a toujours ceux qui sont jaloux, ceux qui ne veulent pas, ceux que ça gêne, ceux que ça coûte. À l'arrivée, les choses ne se font pas. Donc, essayez de modifier la réglementation. Essayez d'expliquer à des... Je vais être volontiers provocateur, parce que c'est un vrai problème pour les architectes. Essayez d'expliquer que les personnes à mobilité réduite ne sont pas l'alpha et l'oméga de la construction en architecture, et que les normes actuelles, si elles conduisent à avoir dans des lieux où il n'y a absolument pas de personnes à mobilité réduite, ou une tous les 10 ans, à construire des toilettes de taille disproportionnée et des couloirs de taille disproportionnée, les qualités de vie de tous les gens qui sont là-dedans 24 heures sur 24 va être obérée de manière importante. Et que peut-être pourrait-on parfois, lorsque l'on sait que dans cet endroit, il ne va pas y avoir ce genre de personnes qui va se présenter, peut-être contraindre un peu la règle. Et bien, vous verrez la levée de bouclier des associations. Et c'est un exemple très concret, hein, ce qui ne me viennent pas, mais c'est fascinant. On a vraiment des situations qui confient à l'absurde. Mais c'est très, très difficile de modifier les règles, et c'est très difficile de modifier parce qu'il y a toujours des groupes d'intérêt qui vont à l'encontre. Alors, comment faire ? Je n'ai pas de solution. Mais les choses se font au fur et à mesure. Comment je pourrais dire ? Mon boulot, puisque avant d'être universitaire, j'étais praticien dans ce domaine-là, c'est plutôt le boulot de sage-femme, quoi. On accouche de quelque chose. Il y a des choses qui sont là et on les aide à advenir, à exister. Il y a des choses qui existent et après, on peut influencer un petit peu. Mais dire comme ça, bille en tête, je vais modifier la réglementation dans tel sens... Je crois que tous les gouvernements de droite et de gauche n'arrêtent pas d'expliquer à quel point il faut tout modifier. On réforme à tour de bras.
On dirait que dès que quelqu'un arrive, il faut tout réformer. Et ça fait un empilement de 1000 feuilles de trucs les uns sur les autres. Et au bout d'un moment, si on partait de l'existant et qu'on essayait de simplifier ce qui existe, déjà, juste ça, et qu'on essayait de faire remonter les choses qui ne fonctionnent pas pour essayer petit à petit de les modifier. En développement durable, je pense que ce serait déjà une excellente idée. Mais j'ai pas de réponse comment le faire. Je suis pas... Si je savais, ce serait bien. La vie serait belle. Là, le thème des rencontres internationales de Reims, c'est sur la ville souterraine. Je crois que j'ai oublié de le dire. C'est sur la ville souterraine et la manière d'envisager un souterrain vivable et durable. Avec l'idée... Et c'est particulièrement pertinent à Reims, où il y a des crayères partout quand même, hein, où il y a des trous partout, que ce qui est une crise peut être une opportunité. Et que si l'on veut construire en hauteur et que les gens ne veulent pas construire des immeubles en hauteur, et bien peut-être qu'on pourrait construire en profondeur. Ce serait peut-être pas forcément con. Et que sous la terre, c'est pas forcément l'enfer. En Cappadoce, il y a des villages sous terre, troglodytes. Il y en a en Israël, il y en a en Italie. Et je ne crois pas savoir que les gens qui ont décidé de ça en dehors de toute réglementation étaient à plaindre. Donc il y a une vraie recherche là-dessus. Voilà. Mais au moment où on travaille sur ces questions-là, on est constamment confronté à des questions effectivement réglementaires. Comment les modifier? Moi, j'en sais rien, j'ai pas de recette. En parlant, en expliquant ce qui se passe, et voilà. Certainement pas en faisant une énième réforme qui va réformer la réforme du machin, ou une énième norme, ou un énième référentiel, le référentiel du référentiel. Enfin, en développement durable, il y a des référentiels partout. Des ISO, des machins, des bidules. À la fin, les gens ne pensent... C'est ça que je trouve grave. Et on le voit sur le projet, par exemple, Campus, quand on regarde des trucs sur le plan de développement durable, etc., on se rend compte que sur les personnes techniques, les gens qui sont les opérationnels, les gens... Du coup, ils ne pensent plus au développement durable réellement. Ils ne pensent plus à l'environnement tel qu'il est réellement. Ils pensent à remplir les cases du référentiel. Et si on est dans les cases du référentiel, on va avoir le label Tartampion et on est content. Et on va avoir, par exemple, la maison en pisé avec le référentiel de la maison passive. Seulement, il va faire 19 degrés, il faudra mettre le radiateur. Ballot, hein. Donc, je veux dire, c'est ça aussi. Mais j'ai pas de réponse. J'aimerais bien avoir une réponse, mais je sais pas changer le monde. J'ai une question très, très technique. Vous savez, je suis la directrice de la bibliothèque universitaire, oui. Donc vous savez que la bibliothèque Robert de Sorbonne a été un des premiers exemples approchant le développement durable. Dans la démarche qui a conduit à la construction de la bibliothèque, les usagers ont été très écoutés. Oui. Et je pense que la réussite, si on peut qualifier ce bâtiment d'être une réussite, c'est effectivement parce qu'on a été écouté, que les cheminements ont été simples et que effectivement tout le monde était autour de la table pour en discuter. Aujourd'hui, on est confronté à une situation toute bête. Ça fait 2 fois que vous parlez du 19 degrés. La bibliothèque universitaire l'hiver est très froide, non pas parce qu'il n'est pas possible de monter un petit peu le chauffage, c'est parce qu'effectivement les règlements développement durable nous imposent un 19 degrés. Ce qui fait que je photographie chaque année nos étudiants en bonnet, en gants et en blouson. Alors maintenant que vous êtes vice-président de l'université chargée du développement durable et que visiblement le 19 degrés vous chagrine, est-ce que vous allez faire quelque chose pour nos étudiants? Alors, en règle générale, quand on est un politique et qu'on reçoit ce genre de questions, on dit « c'est une excellente question et je vous remercie de me l'avoir posée ». Bon, maintenant, je pense qu'il n'y a pas... je sais pas, il faut regarder. Effectivement, 19 degrés, ça me paraît un peu faible comme température. Je ne suis pas sûr que les seules raisons soient des raisons de développement durable. Il y a aussi des questions de dépenses énergétiques et de dépenses tout court. Voilà. Donc, je vais regarder. Non mais sérieux, je vais regarder. Mais si c'est vraiment 19 degrés, effectivement, c'est pas très normal, quoi. Mais c'est vrai que la bibliothèque est un bel endroit qui a été pensé avec les usagers. Et ça montre bien que, quelles que soient les générations et quelles que soient les présidences, quels que soient les trucs, puisqu'il y a 10 ans, après il y a eu... Le bâtiment 18 a été fait un peu pareil et il a 1 an. Et là, j'espère qu'on va faire aussi. Donc, si on a vraiment la volonté d'associer les gens... Ah si, j'ai une réponse à la question, mais elle est tellement théorique que ça ne me venait pas tout à l'heure. On a un gars qui s'appelle Clinton Andrews, qui a fait un bouquin tout à fait intéressant qui s'appelle Humble Analysis, analyse modeste, Joint Fact-Finding, la recherche en commune de solutions. C'est à l'origine de ce qui est devenu beaucoup plus tard les Living Labs, des laboratoires, d'accord ?
on peut considérer que pour améliorer les choses, il est important d'associer des mondes hétérogènes, c'est-à-dire le technicien, le décideur, mais également le politique, mais également les usagers, mais également les gens qui sont impactés, pas les usagers, mais également quelques chercheurs, dans des groupes de recherche où chacun ait la même parole et la même voix dans le débat. Et à partir de là, il y a toute une procédure qui permet de développer des idées et donc de prendre des décisions informées pour tout le monde. Effectivement, ça existe. Mais je réponds à la question sans y répondre, parce que j'y réponds, mais il faut que tous les acteurs en question acceptent de mettre en place ce type de procédure, ce qui n'est pas toujours évident. Pour mémoire, là, on va mettre en place un Living Lab sur l'université, à la fin de l'année, pour permettre justement les disruptions, l'apparition d'innovations, les remontées des problèmes et que tout le monde participe à leur solution. Ça me paraît quand même fondamental si on veut que ça marche. Bah, moi, j'ai plutôt une remarque à faire, c'est que, en fait, j'ai l'impression, comme vous l'expliquez, que le développement durable, c'est pas très attractif pour le gouvernement ou les politiques, parce que, en fait, par exemple, avec l'exemple de l'aéroport, de l'ancien aéroport que vous avez donné, Oui, c'est que les gens ils sont venus, ils se sont installés, mais si, par exemple, une grande entreprise donnait un prix fort à cet aéroport, je pense que il y aura plus de jardin public. Enfin, c'est pas dit. Ça dépend quelle est la priorité. Central Park à New York est le résultat d'une volonté délibérée de Manhattan de ne pas lotir cet endroit qui devait être loti. C'est pas obligé. Ça dépend de ce qu'on met. C'est sûr que si ce qu'on met en avant, c'est effectivement la rentabilité immédiate, oui, je suis d'accord. parce que, j'ai l'impression, surtout en France, c'est la rentabilité qui compte plus qu'autre chose, en fait. Parce que en Allemagne, je côtoyais souvent l'Allemagne avant, disons, et disons qu'il y a un esprit fort de surtout la population de sauver la planète autres. Donc du coup, c'est de la volonté. Ouais. Moi, ce que je dirais, mais bon, je ne voulais pas rentrer dans un truc trop franco-français, mais ce que je dirais, c'est qu'en France, plus que la rentabilité, ce qui intéresse beaucoup les gens, c'est le court terme. C'est la rentabilité à court terme. Il y a vraiment un défaut de vision, quoi. Ça, je suis d'accord. Il y a vraiment un défaut de vision dans la durée. Ça, oui. Après, pour le reste, je ne sais pas. Par exemple, ce qui va guider un politique, c'est aussi de se faire réélire. Et lorsque des populations investissent un parc et en font leur lieu de vie et que ça marche bien, c'est plutôt bon pour l'image. Donc je ne suis pas sûr que la rentabilité, ce soit juste laisser construire un truc. Mais ça suppose de penser un petit peu dans la durée. Pas le long terme, hein, parce que, comme dirait Keynes, à long terme, on est tous morts. Mais il y a un moyen terme, il y a un temps, il y a un délai. Les actions que l'on fait ne sont pas uniquement faites pour rapporter dans l'année, quoi. Il y a une espèce de moyen terme, et je pense que c'est important de le penser. Je trouve qu'effectivement, chez nous, et de tout temps, on a été dans du court terme complet, comme si après, il n'y avait rien. Et du coup, on se retrouve souvent avec des problèmes qui sont dus à des actions qui n'ont été pensées qu'à 6 mois, 1 an, 2 ans, ou la prochaine élection. Oui, je suis d'accord. Mais c'est vrai que dans un système assez peu stable et volatile, ça se comprend. Ça marche plus. Ah si. Je vais rebondir justement sur la volonté en Allemagne de protéger l'environnement, parce que vous avez épinglé quelques mesures, le tri, le petit panneau qui dit emmenez vos déchets, etc. Est-ce que ça peut pas être justement des éléments, bon, qui réussissent pas toujours, mais des éléments pour provoquer une prise de conscience, pour justement essayer dans la durée, de faire comprendre aux gens que l'environnement c'est important. Parce qu'il y a quand même des pays où on boit encore son café dans un gobelet en plastique et le gobelet se retrouve dans la nature et puis il y reste. Oui, alors, c'est vrai. Mais si tu veux, alors là, c'est une excellente question. Vraiment. C'est pas parce que c'est une excellente question, c'est vraiment une excellente question. Comment dire sur... je suis crevé, moi. Redis-moi.
Parce Je que voulais dire, est-ce que les petits éléments comme ça, le tri, le panneau, ne jetez pas vos déchets, est-ce que ça peut pas participer dans le temps long Oui. à faire prendre conscience aux gens qu'il faut effectivement respecter l'environnement? Oui, bien sûr, voilà. C'est à ça que je pensais. Oui, c'est une excellente question parce que ça renvoie aux journées. On va avoir des journées, les journées éco-responsables ou gestes durables, je ne sais pas, qui vont avoir lieu à la fin du mois de novembre sur les campus rémois, en association avec l'Association des villes universitaires de France, la VUF. Ça a lieu tous les ans, ça a lieu l'année dernière. Et c'est vrai que ces gestes sont importants, donc il va y avoir des gens, on va leur questionner comment il faut faire. Mais au bout d'un moment, comment dire ça de manière gentille? J'ai l'impression qu'on prend les gens pour des cons, quoi. Je m'explique. Non, mais attends, je m'explique bien, parce que comme ça peut paraître un peu brutal. Mais il faut éteindre la lumière quand on quitte une pièce, ça fait économiser de l'énergie. Il vaut mieux ne pas... Ces plastiques se recyclent, mettez-les dans les trucs à plastique. Et il faut aller mettre ces déchets à la poubelle. Et moi, quand on me dit ça, j'ai envie de dire, mais et je le sais, banane, tu me prends pour un abruti. La vraie question, c'est... La question à poser, c'est... Tout le monde le sait, ça. Pourquoi on ne le fait pas? Moi, ce que je trouverais vraiment plus important que de mettre ces panneaux, c'est des moments de réflexion avec les gens en leur disant « On sait qu'il faut aller à telle décharge, etc. Et toi, pourquoi tu ne le fais pas ?» Et ça, c'est intéressant. C'est pas pour culpabiliser. C'est parce que tout à coup, on va se rendre compte qu'il y a tout un tas de petites raisons qui empêchent les gens de faire ces gestes vertueux qu'ils feraient spontanément. Mais ils ne les font pas pour des raisons X, Y ou Z. Et vraiment, c'est incroyable. Sur le dépôt de poubelles en campagne, le dépôt de déchets, etc., la distance à la poubelle et l'endroit où elle se trouve joue un rôle énorme. L'éclairage ou non la nuit de l'endroit joue un rôle énorme. Dans un campus, la possibilité pour un étudiant de jeter ou pas son gobelet dans une poubelle, parce que c'est tout con, mais il n'y a pas de poubelle. Le temps pour se déplacer. Et si on ne sait pas ça, eh bien, on reste dans le truc. Ah bah le gars, il fait ça, peut pas ça parce que c'est un gougnafier, parce que c'est un con, il s'en fout. Et le résultat, c'est qu'on ne fait rien pour ça. Donc le gars est culpabilisé, et l'être humain n'aimant pas être culpabilisé, quand il est culpabilisé, après il le fait exprès. Non mais, je fais ce que je veux, moi. D'accord? Il le fait exprès. Alors que si on lui pose la question, pourquoi tu le fais pas? On aura certainement une réponse qui va nous permettre d'améliorer le dispositif. C'était ça l'idée. Je pense qu'il y en a qui doivent l'être, j'en sais rien, mais non, moi je pense que, franchement, le politique est un être humain comme un autre et dans ces réflexions-là comme dans d'autres. Par contre, dans son exercice politique de pouvoir, dans le mandat électif, etc., il y a des contraintes qui arrivent de partout et voilà, il fait ce qu'il peut. Mais en plus, la période n'est pas vraiment propice en ce moment, je crois comprendre. Mais quand même, je veux dire, c'est pas... Non, il y a eu des périodes dans un passé pas si lointain où les questions de durabilité et d'environnement ont été déterminantes, quand même. Actuellement, ils ne le sont plus, ça reviendra. Mais je pense sincèrement que plutôt que de culpabiliser quelqu'un en lui répétant, comme dans Big Brother, j'ai 6 doigts, en lui répétant à longueur de journée, il faut trier les déchets, éteindre la lumière, etc. Si on lui demande pourquoi il ne le fait pas, peut-être qu'on comprendra pourquoi il ne le fait pas, et peut-être que ça déclenchera quelque chose de notre part pour améliorer, pour qu'il puisse le faire, et de lui le faire également. Ça me paraît juste... c'est tellement simple. Mais vous remarquerez que je ne vois aucune campagne où on demande aux gens pourquoi ils ne font pas certaines choses. C'est bizarre quand même, non? Bon. Ouais. Merci beaucoup. Non, c'est une remarque pour ouvrir le débat. En fait, on tourne autour depuis un moment, mais on s'aperçoit que derrière la part de durabilité, de développement, il y a évidemment des grandes questions autour de l'utopie sociale des sociétés aujourd'hui qui sont essentiellement européennes et nord-américaines, parce que pour le reste, c'est moins palpable, en tout cas à l'échelle mondiale. Et du coup, ça interroge. C'est-à-dire la notion de durabilité, on la voit de plus en plus fortement connectée à des logiques comme celle de la décroissance. Vous avez parlé du slow, vous avez parlé de la lenteur, la diminution de la rentabilité, c'est-à-dire, en gros, moins de déchets, c'est aussi moins de croissance. Simplement, je reviens sur la question de l'utopie. Dans quelle mesure cette logique de diminution d'une activité économique fortement consommatrice
d'un point de vue énergétique, d'un point de vue manufacturière, d'un point de vue industriel. Quelle est la part de l'utopie finalement si une gouvernance mondiale, et je fais référence à la COP21 en ce moment, les décisions qui vont être prises cette semaine, si la part de la gouvernance mondiale n'entre pas de plein pied dans une forme, j'allais dire, quasi impérative de modification de nos comportements. Oui, enfin, j'ai bien peur que la COP21 n'accouche pas de décisions très contraignantes, et que la COP22 encore moins. Mais oui, tu parlais d'utopie, mais aussi de dystopie. Hein. Ce que je disais tout à l'heure sur le marteau est particulièrement vrai dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'effectivement, le développement durable va être tartiné à souhait dans toute une démarche décroissance, machin, etc. Mais il faudrait aussi rappeler que le développement durable est également tartiné à souhait dans les logiques de néolibéralisation de la ville. Que la ville marketée, c'est une ville durable aussi. Alors que c'est le contraire complet. Florida, dans ses délires de l'innovation, parle de développement durable. Donc on est dans un espèce de terme dont, comme je disais au début, on a du mal à le cartographier. On voit de quoi il s'agit, hein, c'était la première phrase, hein, sur les questions de l'environnement et faire combiner les deux. Mais dans la manière de faire, on a des approches orthogonales, mais diamétralement opposées, quoi. Donc, je ne sais pas. Il y a bien sûr, évidemment, beaucoup de... Enfin, il y a dans l'idée d'un nouvel ordre mondial avec une décroissance, etc., une part d'utopie, voilà, quoi, qui est très élitiste, absolument très élitiste. Très élitiste, on est loin d'Ivan Illich, hein, vraiment. Et d'un autre côté, on a également des véritables dystopies avec des villes extrêmement normatives. Enfin, la critique de Saskia Sassen sur les smart cities est tout à fait valable. Enfin, les technologies des smart cities sont tenues par un certain nombre de compagnies, Siemens, etc. Quelle dépendance et quelle urbanité on crée dans une ville connectée. Enfin, c'est des vraies questions, quoi. C'est des vraies questions. Donc, bien sûr. Bien sûr. Oui. Et sur la biodiversité, je pourrais même dire les couillonnades, parce que en fait, il y a un vrai problème de biodiversité. Mais ce qui est frappant, c'est la biodiversité telle qu'elle est utilisée dans le discours politique par rapport à la biodiversité réelle, par exemple. J'ai fait quelques études d'écologie par avant. Moi, ce que j'appelle la biodiversité, c'est la diversité biologique. En fait, elle est calculée, je vous le donne, par un sigma, une somme. Et après, c'est un logarithme, c'est l'indice de Shannon, hein, pour l'information. C'est un logarithme de la probabilité d'occurrence d'une espèce, en fait. Pourquoi ? Parce que si j'ai 10 espèces dans un milieu, mais que 9 espèces sont complètement anecdotiques, et qu'une espèce est ultra dominante, en réalité, j'ai une biodiversité plus faible que si je n'ai que 4 espèces qui sont, je caricature, hein, mais qui sont réparties de manière équilibrée, quoi, on va dire ça. La biodiversité telle qu'elle est présentée actuellement et dans les 3/4 des documents, c'est faire un inventaire des espèces et dire « Ah, le crapaud à plumes a disparu ». Ben oui, mais non, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un ensemble de population et de peuplement, c'est bien plus compliqué que ça. Et il semble que ce soit assez peu considéré. Alors, il ne faut pas exagérer non plus. Lorsque les gens parlent des trames vertes et bleues, lorsque l'on a vraiment des environnementalistes dessus, ils parlent bien de ceux dont je viens de parler maintenant. Mais lorsque ça se traduit localement au niveau de la mairie, Tartampion, etc., ça donne un descriptif du nombre d'espèces présentes, et puis c'est tout. Et effectivement, ça n'a aucun rapport avec la biodiversité. Aucun. Biodiversité réelle. À la limite, j'ai qu'à mettre mon canari aussi sur le balcon comme une espèce présente. Ça en fait une de plus. Enfin, j'exagère à peine, quoi. Voilà. Donc oui, c'est vrai qu'il y a tout ça. Il y a toutes ces utopies, ces dystopies et ces arnaques. Et moi, je pense que les gens qui travaillent, je ne suis pas tout seul, on est nombreux, hein, qui travaillent sur les questions de durabilité en ce moment, c'est une situation un peu paradoxale. Parce que ce que l'on fait, finalement, il y a beaucoup de bruit et de fureur, mais c'est un peu dans l'ombre. Il y a une troisième voie, il y a une voie médiane. Moi, je ne crois pas qu'on va faire Smart Cities hyper connectées. Je ne désire pas non plus marketer la ville. Et je ne pense pas non plus qu'on va vivre dans un univers décroissant en s'embrassant tous comme des bisounours. On va dans quelque chose d'autre. On a des contraintes environnementales réelles. La planète ne va pas bien.
il est important de trouver des solutions de manière très pragmatique, je suis très pragmatique pour ça, qui sont éventuellement des solutions techniques, qui doivent être adossées à une acceptation de la population ou des gens concernés, parce que sinon ça ne marche pas. Ça, c'est ce que je sais. Et ça se fait dans l'ombre. C'est-à-dire que les gens qui travaillent là-dessus, on ne les voit pas forcément déballer leurs trucs dans les médias en permanence. Mais il y en a un certain nombre, il est très nombreux. Il y a d'ailleurs sur les questions de sciences de la durabilité, le Proceedings of the National Academy of Science. Je suis désolé, les trucs sont en anglais, mais c'est la série de l'Académie des sciences américaines. Il y a une rubrique entière qui est consacrée à Sustainability Science, où là, vous avez des trucs très intéressants sur les points de bascule, sur les écosystèmes, sur l'appropriation des choses, sur le développement du développement durable dans des pays. Alors, je ne sais plus comment on dit, j'aime pas le terme du Sud, j'aime pas. Tu dis comment, puisque tu travaillais en Guyane. On dit plus pays du Sud, parce que c'est vrai que c'est bien qu'on ne dise pas, ni pays en voie de développement. C'est plus. Ouais. Oui. 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 Ouais. Voilà. Donc voilà. Donc à partir d'indicateurs, avec des et avoir la capacité donc de comment est-ce qu'on peut par exemple accompagner des consciences de développement durable, en faire quelque chose d'intéressant pour les populations sans qu'ils aient l'impression qu'on est en train de les coloniser à nouveau, par exemple, pour donner une idée. Donc il y a tout un tas de choses, mais tout en apportant des choses dans une structure souvent clanique qui ne fonctionne pas. Donc vous avez des tonnes d'articles là-dessus, il y a tout un tas de gens qui travaillent là-dessus, c'est pas forcément le truc le plus connu, mais c'est gagne à être lu. Vous avez centaines d'articles. Plus politiques, plus scientifiques, plus techniques, plus PNAS, donc Proceedings of the National Academy of Science, et dedans, vous avez la section Sustainability Science, qui est bien. Ben, je crois qu'on a fait le tour, non? À moins qu'il y ait encore des questions, des remarques, des trucs. Voilà. Ça vous a plu? C'était pas trop... Ok, merci.